Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire à la fois sombre et absolument fascinante, celle d'une amitié profonde, presque fraternelle, au cœur du monde du hip-hop, qui s'est dramatiquement transformée en une rivalité mortelle. C'est un récit incroyable qui mélange l'art, la loyauté, la trahison, et surtout des conséquences tragiques, bien réelles, qui ont littéralement bouleversé toute une culture musicale. Allez, on y va. Bon, entrons directement dans le vif du sujet avec ça. Cette phrase, d'une brutalité totale et assumée, c'est la toute première ligne du célébrissime morceau Clash de Tupac Shakur sorti en 1996, Hit 'Em Up. Dès les premières secondes, le ton est donné, on n'est plus du tout dans de la simple compétition artistique de quartier là, c'est une attaque frontale, hyper personnelle et dévastatrice qui vise spécifiquement son ancien ami, The Notorious B.I.G. Deux amis devenus ennemis, deux côtes en guerre. Et une spirale mortelle qui a changé le hip-hop pour toujours. Pour bien saisir l'ampleur de cette analyse, il faut vraiment réaliser l'immensité des enjeux de l'époque. On ne parle pas juste de deux artistes qui se prennent la tête. On va voir comment de simples mots, des rumeurs de couloir et une escalade médiatique hallucinante ont dégénéré en une réalité tragique, entraînant les côtes Est et Ouest dans un affrontement totalement irréconciliable. Le piège des Quad Studios. Parce que oui, avant la haine pure et dure, il y avait une vraie fraternité. Abordons l'incident déclencheur. Le moment précis, presque cinématographique, où un lien que tout le monde croyait indestructible a complètement volé en éclats. Le contraste ici est juste saisissant. En 93, Tupac et Biggie étaient proches à un point. Tupac laissait carrément Biggie dormir sur son propre canapé à Los Angeles. Il le faisait même monter sur scène lors de ses propres concerts pour le mettre en avant, alors que Biggie n'était pas encore la superstar qu'on connaît. Et pourtant, un an plus tard, en 94, c'est le drame. Tupac s'est fait piéger et cribler de balles dans le hall d'un bâtiment, alors que Biggie se trouvait exactement au même endroit, quelques étages plus haut. Le changement de dynamique est brutal, c'est le moins qu'on puisse dire. Reprenons les faits froidement. Le 30 novembre 1994, Tupac se rend au Quad Recording Studio à Manhattan. Dans le hall, il est agressé, dépouillé de ses bijoux et on lui tire dessus à 5 reprises. Pendant ce temps-là, à l'étage, dans ce même studio, se trouvent Puff Daddy et The Notorious B.I.G. Miraculeusement, Tupac survit. Mais à partir de cet instant précis, une paranoïa s'installe. Il développe la conviction profonde et inébranlable que ses anciens amis l'ont envoyé dans un guet-apens. Il faut quand même préciser un point crucial, de manière tout à fait impartiale, aucune complicité officielle de leur part n'a jamais été prouvée par la justice. Mais dans la tête de Tupac, le mal était fait. Du personnel au territorial, cet événement, aussi traumatisant soit-il, aurait pu rester un conflit strictement privé entre quelques personnes. Mais non, ça a métastasé à une vitesse folle pour devenir une véritable guerre géographique. Passons à la suite pour voir comment ça monte en puissance. La carte du hip-hop des années 90 se retrouve littéralement coupée en deux factions ultra puissantes. D'un côté, la West Coast, portée par le label sulfureux Death Row Records, dirigé par Suge Knight, avec bien sûr Tupac en figure de proue. Et face à eux, la East Coast, avec Bad Boy Records, basé à New York, piloté par Puff Daddy, et avec Biggie en mégastar. Ce qui n'était qu'un problème personnel entre deux gars s'est transformé en une véritable question d'allégeance territoriale. Soit on était Ouest, soit on était Est. Et puis, il y a eu l'étincelle. Cette phrase de Suge Knight, balancée publiquement lors de la cérémonie des Source Awards de 1995 en plein cœur de New York. C'est le moment qui a fait exploser la poudrière. C'est une attaque directe, à peine voilée, contre Puff Daddy, qui avait la réputation d'apparaître, de danser, de parler dans tous les clips de ses artistes. Lâcher ça, avec un aplomb total devant un public new-yorkais, c'était de la provocation à l'état pur. L'hostilité entre les deux côtes venait d'être officialisée devant les caméras du monde entier. Les médias, l'engrenage de la violence. Mais attention, cette rivalité, elle n'a pas seulement été nourrie par les égos des artistes ou des patrons de labels. Il y a des forces extérieures qui ont pris un malin plaisir à jeter des barils d'essence sur le feu. Alors le point vraiment crucial ici, c'est l'implication massive des médias. C'est le point de non-retour. La presse spécialisée de l'époque, la télé avec MTV, les radios, ils ont pris un litige sombre pour en faire un show permanent, un spectacle ultra lucratif. En placardant le terme « guerre des côtes » partout, ils ont quasiment forcé le public à choisir son camp. L'escalade a été tellement hors de contrôle qu'on a vu des tournages de clips, comme celui du groupe Ta Dog Pound à New York, essuyer de vrais tirs d'armes à feu. La réalité était en train de rattraper dangereusement la fiction. L'arme nucléaire, Hit 'Em Up. Et c'est exactement dans ce climat irrespirable que sort en juin 1996 ce qui est considéré comme l'arme de destruction massive de cette guerre. On ne parle plus du tout d'une simple chanson à ce stade, c'est une opération militaire, une stratégie de la terre brûlée. Ce qui est super intéressant sur l'aspect musical, c'est la façon dont Tupac a transformé chaque note en munition.
Prenez le sample par exemple. Il reprend la ligne de base de Dennis Edwards. Eh bien, c'est très exactement le rythme que Biggie venait juste d'utiliser pour son propre hit Get Money. Tupac lui vole littéralement son ambiance musicale pour l'humilier sur son propre terrain. Ensuite, il ramène son crew, les Outlaws, pour donner cet effet de meute agressive. Et pour couronner le tout, il attaque directement les protégés de Biggie, le groupe Junior Mafia, en les traitant de version discount, histoire de bien rabaisser tout l'empire adverse. Tout est froidement calculé. Même le titre de la chanson Hit 'em Up balaye d'un revers de main les codes habituels de la battle de rap. On n'est plus là pour faire des jolies rimes ou montrer qui a le meilleur flow. Pas du tout. Ça signifie littéralement rafaler quelqu'un. C'est une menace physique explicite, une vraie promesse de violence armée. Tupac ne cache plus sa volonté de domination territoriale absolue, il annonce clairement qu'il est prêt à aller jusqu'au sang. Et là, on est obligé de se poser une question lourde de sens sur la culture hip-hop de l'époque. Où s'arrête l'art et où commence la vraie violence ? Face à une telle haine crachée sur bande magnétique, face à ce climat électrique où les menaces enregistrées se transforment en affrontements dans la rue, la frontière entre l'expression artistique pure et le danger de mort devient complètement floue. Franchir une ligne rouge éthique. Parce que oui, avec ce morceau, la rivalité a passé un cap irrémédiable. Des limites tacites que les rappeurs respectaient jusqu'alors ont été pures et simplement pulvérisées. Toutes les règles non écrites de l'éthique ont volé en éclats. Tupac affirme ouvertement avoir couché avec Faith Evans, la propre femme de Biggie. Il se moque de manière atroce du poids de ce dernier. Il balance des menaces de mort non seulement sur les rappeurs affiliés, mais ça dérape même jusqu'à évoquer leurs familles et leurs enfants. C'était du jamais vu. En faisant ça, il a détruit toute possibilité de retour en arrière artistique. La musique était devenue une véritable vendetta personnelle où tous les coups étaient permis. Et pourtant, c'est là que l'histoire prend une tournure tragiquement ironique. Cette citation de E.D.I. Rimin, un des membres des Outlaws, nous montre le vrai visage des coulisses. En privé, dans le plus grand secret, juste avant que sa vie ne s'arrête brutalement, Tupac voulait que ça cesse. Il estimait avoir remporté la victoire avec son album et voulait passer à autre chose. Au fond de lui, il considérait toujours Biggie comme son frère. Découvrir ça aujourd'hui, c'est probablement l'un des aspects les plus déchirants de ce décryptage. 1996-1997, les conséquences tragiques. Malheureusement, la machine infernale tournait à plein régime, et plus personne ne pouvait appuyer sur les freins. Regardons les retombées funestes de cette escalade. Quand on regarde la chronologie, ça donne des frissons. Novembre 94, la fameuse fusillade au Quad Studios. Juin 96, la sortie de Hit 'em Up, qui pousse l'attention à son paroxysme absolu. Et puis l'irréparable. Seulement 3 mois plus tard, en septembre 1996, Tupac Shakur est assassiné à Las Vegas. Et comme si le cauchemar ne suffisait pas, 6 mois après ça, en mars 1997, The Notorious B.I.G. tombe sous les balles à Los Angeles. Et le détail le plus glaçant dans tout ça, de manière totalement impartiale, il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, ces 2 meurtres incroyablement médiatisés restent officiellement non résolus. Et ça illustre parfaitement la force implacable des événements. Les morceaux clash, les paroles choquent, tout ça a fini par devenir une prophétie autoréalisatrice. L'art a fini par imiter la réalité de la pire des manières. La pertinence de ces 2 géants, partis en pleine jeunesse, a provoqué un électrochoc sans précédent. L'industrie musicale, les dirigeants de la communauté et les autres artistes ont été forcés de s'asseoir à une table pour réclamer une trêve d'urgence. Le hip-hop s'est réveillé pour mettre un terme à ce bain de sang. Et cette spirale mortelle a définitivement transformé les règles de la culture rap. Alors pour clore cette analyse, on est en droit de laisser résonner cette pensée provocatrice. La musique peut-elle tuer ? En observant le prix effroyable qu'a coûté ce cheminement entre la East Coast et la West Coast, on voit bien que les mots ont une capacité terrifiante à forger le monde réel. L'histoire de Tupac et Biggie reste un rappel puissant, indélébile et tragique de l'impact des paroles. Une réflexion profonde à garder en tête lors de la prochaine écoute de ces classiques immortels du hip-hop.